Et la privacy, c'est quelque chose qui arrive, tu le vois, tout le monde parle justement de tease, d'épines, etc. Les gens commencent vraiment à s'intéresser à ça. Donc, là, on a cette première partie donc, qui va être partagée à la communauté Ethereum. Et ensuite, la seconde partie, c'est qu'on va être la blockchain qui va utiliser, qui va être, comment dire, peut-être la première à utiliser un réseau décentralisé d'enclave pour pouvoir sécuriser son layer 2. Le but du jeu pour une blockchain, c'est d'avoir de l'utilisation. Il n'y a pas d'autre, comment dire, il n'y a pas d'autre solution. Et moi, je suis parti du principe que tu ne réussiras pas à convaincre des gens de venir. Il faut que tu donnes, il faut qu'ils puissent avoir accès à ta solution, tu vois. Toujours plus simple de mettre à disposition que le gars, l'application n'ait pas grand-chose à faire pour pouvoir l'utiliser, plutôt qu'espérer que le gars vienne utiliser, vienne, tu vois, simplement sur ton application pour l'utiliser. Et donc, on fait tout en sorte pour, voilà, être accessible facilement par n'importe quel player. Communauté, on les voit passer très souvent quand on parle des projets qui vous intéressent, des tokens que vous voulez qu'on analyse, des sujets sur lesquels vous voulez qu'on aborde. Et donc, aujourd'hui, vous l'avez compris avec le titre de ce podcast, on va partir à la rencontre de Ternoa. Bonjour Mickaël, merci d'être Bonjour, avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir de merci pour t'avoir avec nous l'invitation. aujourd'hui. Eh ben écoute. Alors d'ailleurs, je précise pour ceux qui nous écoutent, c'est un podcast qui est réalisé en collaboration avec vous, en collaboration commerciale. Donc on vous remercie d'ailleurs de nous soutenir. C'est toujours un plaisir de voilà d'avoir le soutien de la part des projets. Voilà, ça permet à Cryptos de continuer à se développer, de continuer à pouvoir proposer toujours plus de contenu intéressant. Donc je tenais à le préciser. Merci beaucoup à vous. Euh, et donc aujourd'hui, bon, voilà, on va parler de Ternoa. Ternoa qui est un projet qu'on connaît depuis voilà, le précédent cycle, 2020-2021. On en entendait beaucoup parler, notamment dans la communauté française, francophone. D'ailleurs, c'est une forte communauté, Ternoa, hein, je le précise. Je trouve que en France, ça fait partie de ces projets qui ont réussi à souder ouais, une communauté très solide, très présente, très active et très attachée au projet, ce que je trouve assez intéressant. Et donc, le but de ce podcast, ça va être que tu nous éclaires un petit peu sur toutes les évolutions de Ternoa depuis maintenant 2 ans. Il y en a eu beaucoup, des très intéressantes d'ailleurs. Encore même là, cette semaine, au moment où on se parle, il y a eu quelques nouvelles annonces, mais tu nous expliqueras ça tout à l'heure. Et pour commencer, pour placer un petit peu le contexte, je voudrais que tu nous expliques un petit peu, voilà, quel est ton parcours, qui tu es concrètement, voilà, qu'est-ce qui t'a amené à être ici avec moi aujourd'hui. Ok, très bien. Donc, bonjour à tous et merci encore pour cette invitation. Alors, Kanu Michael, je suis le founder et le CEO de Ternoa. Donc, j'ai un background d'entrepreneur. Donc, j'ai créé ma première entreprise au Japon en 2007 et puis je suis revenu en France en 2010 et j'ai continué ce parcours d'entrepreneur. Toujours dans l'IT, donc j'étais, on va dire, cofondateur de projet où je m'occupais de l'aspect tech. Et un jour sur mon chemin, j'ai eu la chance de programmer en Solidity sur la blockchain pour mon premier smart contract et j'ai découvert cet écosystème en 2016-2017. Et donc, à partir de là, puisque je crois que Ternoa, ça a été lancé quasiment dans la foulée, tu peux nous expliquer un petit peu la genèse du projet, d'où est-ce que c'est parti, quelle était voilà, l'idée au départ, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as eu l'idée de lancer ce projet? Alors l'idée remonte à 2012, donc c'est une vieille idée en fait. Donc je suis parti d'une idée, d'une envie de créer une solution technique et la blockchain paraissait la solution technique parfaite pour pouvoir la réaliser. Et donc on a créé au tout début de Ternois notre système de time capsule, donc qui a été identifié très rapidement par la communauté. On a été connu pour ça, donc qui permettait à n'importe qui, en utilisant l'NFT, de pouvoir y protéger du contenu. Donc l'idée c'est de transformer un NFT qui était mutable ou pas mutable, donc éditable ou pas éditable, en conteneur, en coffre-fort dans lequel on peut y glisser de la donnée, la protéger et de l'envoyer selon différents protocoles à qui on le souhaite. Donc c'était l'idée de Ouais. base. Ça, c'était l'idée. C'est à peu près comme ça qu'on connaît, en tout cas qu'on connaissait Ternoa en 2021. Ces fameuses time capsules, donc voilà, une manière un peu de transmettre un héritage sécurisé par le biais de la blockchain pour les générations futures. On est parti de là, euh, avec une technologie du coup que vous avez développée, qui avait pas mal d'avantages, et de fil en aiguille, vous êtes arrivé à construire aujourd'hui, alors j'allais dire toute autre chose, non, vous avez un petit peu bifurqué, mais si je ne dis pas de bêtises, et tu m'arrêtes si c'est le cas, euh, dans cette technologie, les time capsules, il y a une partie qui est très intéressante, c'est la forteresse. Alors je sais pas si tu le traduis en français ou si tu le gardes le nom en anglais de fortress. On Je, garde sais- je, Fortress. On on garde garde Fortress. Fortress. Ah ouais. Ok.
Et ça, on est d'accord que c'est quand même ça fait partie du socle des time capsules. Alors exactement, en fait, si tu veux, alors je dirais pas bifurquer, je dirais évoluer. En fait, on a Ouais. voulu lancer notre Layer One et on a eu des demandes, si tu veux, externes pour l'utilisation. Et donc aujourd'hui, enfin jusqu'à l'annonce qu'on a fait juste avant de s'appeler, donc on en parlera après. Donc Ternois était composé de deux blocs. Donc un Layer One, donc qui est développé dans une technologie qui s'appelle Substrate. J'irai pas dans les détails, mais c'est ce qui a été créé par Polkadot. Donc c'est un framework, c'est pour vulgariser ceux qui font des sites internet aujourd'hui, ceux qui connaissent un petit peu cet écosystème. Quand vous voulez faire un site, vous partez d'un WordPress, vous partez d'une base existante, vous réinventez pas tout. Et ben Substrate, c'est un petit peu comme ça. C'était l'une des premières solutions, avec ce que proposait Cosmos aussi, qui permettait à n'importe qui de créer son layer 2. Donc on a son layer 1, excusez-moi. Donc on a pris ce socle pour créer notre base donc de blockchain. Et on a créé la forteresse. Donc on l'a renommé comme ça il n'y a pas longtemps pour que les gens puissent avoir une compréhension qu'il y avait de blocs. Et donc la forteresse, alors pour vous la schématiser rapidement, c'est un réseau décentralisé d'enclaves. Alors je vais vous expliquer rapidement ce que c'est une enclave. Tu m'arrêtes si c'est trop technique, hein, t'hésites pas. Une enclave, c'est un endroit dans votre processeur qui est accessible uniquement selon certaines conditions. Donc en gros, là je suis sur mon Mac, j'ai autorisé quelqu'un à écrire une information dans mon processeur. Donc c'est isolé. Donc ce qu'il écrit, je suis pas capable de le lire. Personne d'autre que lui, sauf si dans cette enclave on a autorisé d'autres personnes d'y accéder, peut y accéder. Et donc on a créé un réseau, donc pas d'un Mac, mais d'un réseau complet. Donc mon ordinateur, mon Mac va se communiquer avec un autre Mac. Ils peuvent communiquer entre eux. Personne ne peut voir ce qui s'y passe ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est ça, si tu veux, le premier socle de la partie de la forteresse. Et à l'intérieur, on a créé un programme dans ce petit endroit isolé qu'on a appelé la forteresse, la fameuse forteresse. Et la forteresse, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va être connectée à la blockchain, donc à notre layer one, et elle va récupérer et autoriser donc le renvoi des clés à qui a le droit de la récupérer. Donc en gros, quand je vais créer un secret, ce qu'on appelle le secret sur Terre Noire, donc je vais créer une clé. Chaque clé va être dispersée dans ce fameux réseau de la forteresse. Et le jour où quelqu'un demande la récupération des clés justement pour déchiffrer le secret, donc dans le cas où tu vas protéger un film que tu veux envoyer, et ben la forteresse va aller lire la blockchain, notre layer one, va regarder si le propriétaire a le NFT, a le droit de claim les clés pour pouvoir déchiffrer la vidéo. Et si tel est le cas, le système, donc le réseau lui envoie automatiquement les bouts de clés pour qu'il puisse déchiffrer la vidéo. Ouais, c'est comme alors, je vais te faire une comparaison, mais ça Vas-y, me fait vas-y. penser aux Horcruxes dans Harry Potter. Voilà, j'ai pas... La première fois Alors, que j'ai alors vu du ça coup, m'a fait penser à ça. Harry Potter, du coup, c'est lequel? C'est dans quel numéro de Harry Potter? C'est dans les derniers, les Horcruxes, où Ah, voilà, j'ai pas ils vu, séparent j'ai en pas plein de vu. morceaux qui sont dispersés à travers le monde et voilà. Non, mais c'est une comparaison vraiment. La première fois, ça m'a fait penser à ça et je pense que ça fera peut-être écho à ceux qui nous écoutent. Mais en tout cas, donc si je comprends bien, en fait, par rapport à cette technologie, ce qui se passe, c'est que euh, cette clé, elle est prise, elle est séparée en plein de morceaux et elle est stockée donc dans ces enclaves, dans ces forteresses finalement qu'on peut trouver dans plein de nœuds du réseau, hein. Petite question peut-être très bête, s'il y a une de ces machines dans lequel vous trouvez cette enclave, dans lequel il y a cette forteresse, donc par exemple mon ordinateur, hein, disons pour prendre un exemple basique, qui se déconnecte, qui est perdu, qui est cassé, qu'est-ce qui se passe? S'il stockait une partie de la clé et qu'il manque donc une Alors, partie de la clé, comment ça se passe? on va parler de hack aussi. Si jamais ton ordinateur s'éteint ou si jamais quelqu'un vient hacker ton ordinateur. Donc, on utilise un algorithme qui permet en fait de décomposer une clé en 100 par exemple et de pouvoir la recomposer si jamais il n'y en a que 50%. Tu vois? Donc, on n'a pas besoin de toutes les bouts de clés pour pouvoir reconstituer et déchiffrer le secret. Et la technologie de la forteresse, en fait, donc on part du principe que tu peux hacker tout. Rien n'est inattaquable, rien ne peut pas être hacké. Et donc pour hacker comment dire, une enclave, donc ton ordinateur, il faut être chez toi, avec le fer à souder, avec l'expérience de pouvoir hacker ton ordinateur, attention tu changes d'attention, tu peux extraire potentiellement, il y en a qui l'ont fait, donc c'est possible, une partie de la clé. Et qu'est-ce qui se passe? Donc si jamais quelqu'un arrive chez toi et réussit à procéder à cette extraction, il peut rien faire de la clé parce que seule, isolée, elle a aucune utilité. Et on a aussi un système de slashing. Donc, on le fait évoluer petit à petit.
Mais en gros, dès qu'il y a de la manipulation sur ton ordinateur, on le détecte au mieux et on slash les tokens que tu as mis parce que c'est de la POS aussi sur ce réseau-là. Donc en fait, si jamais comment dire, tu as la responsabilité de garder un bout de clé, tu dois mettre des tokens, tu dois avoir un certain montant de caps que tu dois déléguer. Et donc on te comment dire, on te slash, donc on te sanctionne et on te prend ta monnaie. Et donc en gros, si tu veux pour schématiser, pour hacker les systèmes, il faut que tu imagines. Alors on travaille sur des choses pour pas que ça arrive, même si c'est toujours de l'ordre voilà très compliqué. Il faut une opération où les gens sont sur les machines en même temps, avec les fers à souder dans différents endroits dans le monde, qu'ils aient trouvé l'IP. Donc ça reste hyper complexe. Et là on rajoute un système destruction, excuse-moi, qui va permettre aussi pourquoi pas de détruire les données si quelqu'un manipule la machine. Donc voilà, on a des niveaux de sécurité assez élevés sur cette forteresse, d'où le nom. Ok, ok, très intéressant. Et donc cette forteresse, voilà, elle utilise quand même un truc qui est pas du tout lié au Web3, qu'on trouve dans des pièces d'un ordinateur. C'est dans les pièces de chez Intel, si je ne dis pas de bêtises. Alors, nous, Toutes les pièces. on a choisi Intel, donc la technologie SGX, mais tu as plusieurs sortes. On est devenu partenaire, donc on a été audité, on est devenu partenaire d'Intel. On a choisi parce que c'était la plus avancée pour nous, ou en tout cas on avait plus de possibilités de développer dessus, mais c'est pas, si tu veux, propre à Intel. Ok, ok. Et donc, ouais, à partir de là, en fait, vous les contributeurs au réseau Ternoa, qui est, comme tu le disais, donc une blockchain de layer 1 qui repose sur la technologie de Polkadot. Très bien, bon, bah, blockchain de layer 1 qui fonctionne sur un mécanisme de proof of stake, tu le disais, donc relativement classique, hein, on connaît à peu près tous le fonctionnement. Pour être validateur sur le réseau, bah, il faut placer un certain nombre de tokens en circulation, enfin de tokens en staking, pardon, j'ai dit une bêtise. Mais en plus, voilà, vous rajoutez cet élément-là de quand on a un nœud sur le réseau, on a aussi donc cet espace finalement dans notre machine qu'on met à contribution pour le stockage d'une partie voilà, des données qui doivent être stockées dans le réseau par les utilisateurs. C'est ça l'idée. Et en fait, si il y a quelqu'un, un de ces nœuds qui veut, je sais pas, accéder de force à une donnée ou quoi que ce soit, vous avez des mécanismes qui font en sorte que finalement ils sont exclus du réseau, où ils doivent payer pour, enfin, ils sont punis quoi. Finalement, c'est un gros résumé, mais c'est à peu près ça. Alors, ouais, sauf à l'exception qu'on on a vraiment deux réseaux. On a le réseau du Layer 1 et un autre réseau. Donc le second réseau de la forteresse, des enclaves, il n'est pas basé sur Polkadot. C'est vraiment un truc qu'on a développé nous-mêmes et qui n'a que cette fonctionnalité aujourd'hui, donc de pouvoir exécuter des programmes dedans. Donc très très basique. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas de solution, si tu veux, qui permet de conserver, de protéger du contenu on-chain. Ça n'existe pas. Donc, hormis notre technologie et quelques autres initiatives, je peux citer Secret Network, mais eux, ils mettaient le contenu, donc le registre de la chaîne. Tu as Fala qui permettent des exécutions de smart contracts, donc de pouvoir faire des smart contracts qui ne soient pas publics. Donc voilà, tu as quelques acteurs aujourd'hui qui l'utilisent. Ça devient la mode avec la DePIN. Donc voilà, ça devient quelque chose qui est de plus en plus utilisé dans l'univers de la blockchain, même si ça a été assez décrié au début parce que t'avais beaucoup de publications qui parlaient du hack des enclaves, mais c'est plus un problème d'utilisation si tu veux finalement. En effet, si comme tu disais tout à l'heure, si dans ton ordinateur je mets toutes les infos, si quelqu'un vient hacker ton ordinateur, ben, il récupère toutes les infos, même si ça lui prend du temps. Donc comment dire, t'as une faille. Donc c'était plus un problème d'utilisation finalement qu'un problème technologique, quoi. Ok. Et c'est une bonne transition puisque moi, de ma manière de concevoir le Ternoa, ça a été au départ, on en a parlé un peu, les capsules temporelles, la création de ça en fait avec une ambition de construire un produit. Et puis petit à petit, j'imagine que vous de votre côté, il y a eu la réalisation du fait que ce que vous étiez en train de construire pouvait avoir aussi un intérêt dans tout un tas d'autres cas d'usage et notamment pour d'autres projets, par exemple, qui souhaitaient stocker bah, de la donnée de manière sécurisée comme ça. Et j'imagine que, bon, tu le disais tout à l'heure, c'est pas vraiment un virage, c'est plus dans la continuité. Mais à partir de là, vous vous êtes mis aussi à développer autre chose, peut-être pour vous étendre à l'écosystème d'Ethereum. Et c'est donc ce ZK-EVM dont on entend un petit peu plus parler en ce moment. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu voilà, d'où c'est parti, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer là-dedans? Ouais, alors pourquoi je dis à chaque fois, j'insiste sur le fait que c'est pas un pivot ou un changement. Dans mon premier document tech en 2020, je parle déjà de cette direction de compatibilité EVM
à un moment donné ou à un autre. Je crois que dans l'article, j'ai même marqué EMV à la place d'IVM. Bon, c'était les débuts. Mais en tout cas, cette volonté était déjà inscrite. Et ouais, en fait, si tu veux, notre Layer One aujourd'hui, on l'a pensé pour être un outil compatible plutôt pour l'écosystème le Web 2. Donc l'idée c'était d'onboarder des projets, des jeux vidéo du monde du Web 2, des entreprises type, alors ceux qu'on peut citer, t'as Stellantis, qu'on a annoncé, je crois, en décembre. Dans les jeux vidéo, on en a, pareil, toute une pléthore. On a, voilà, des jeux qui viennent, qui n'avaient pas de développeur en Solidity, qui ne voulaient pas, si tu veux, forcément dépenser un gros budget dans la partie blockchain. Donc on a onboardé beaucoup de projets comme ça. Mais on était un frein pour les pure players Web3. Donc l'exemple que je donne, c'est qu'on a Docomo, qui est l'opérateur téléphonique majeur au Japon, un petit peu comme SFR ou Bouygues en France, qui a voulu faire un truc avec nous, et comme ils avaient que des développeurs Solidity, il m'a dit bah non, on peut pas. Et donc ça a vraiment été, si tu veux, on l'avait identifié, on le savait depuis le début, et c'était un frein pour nous, pour le développement, si tu veux, de ne pas être IVM compatible. Parce que si les gens étaient obligés, si tu veux, en gros, de bridger, donc t'es sur une autre chaîne, t'es sur un layer 2 ou un layer 1, il faut que tu bridges sur Terre-Noire, que tu fasses que tu utilises le secret, que tu le renvoies, etc. Et donc, en termes d'user experience, c'était pas facile. Et donc, on a pris cette décision. Mais à l'époque, de la façon qu'étaient conçus les Layer 1 qui voulaient devenir EVM compatible, ils rajoutaient ce qu'on appelle une palette. Donc en fait, dans l'écosystème Polkadot, on a un système de palette. Ça veut dire que tu vas créer au niveau de la blockchain des fonctionnalités, et ce qui va rendre l'accès très facile et rapide à n'importe qui souhaite l'utiliser. Donc un exemple, tu veux créer un NFT sur Terre Noire, tu veux faire une transaction, tu veux créer un secret, c'est une ligne de code. T'as pas besoin de programmer ton smart contract, de le faire auditer, etc. Donc c'est super puissant et rapide. Et donc on l'a pensé, si tu veux, avec des couches comme ça. Et donc mais les pure players, donc ils veulent eux directement utiliser leur propre les applications qu'ils ont déjà, simplement utiliser notre force, donc les secrets, sans avoir besoin, tu vois, de tout réinventer. Et donc à l'époque, on crée une palette EVM compatible qui permettait de rendre ton Layer 1 compatible avec l'EVM, mais c'était totalement imparfait. En fait, c'était pas vraiment compatible, t'étais assimilé compatible, mais tu avais quand même des bridges. Enfin, c'était du bricolage, mais avec ça à l'époque. Et depuis peu, depuis voilà 2 ans, on va dire, tu as tous ces IKEVM, peut-être un petit peu moins, tous ces IKEVM qui sortent avec maintenant des IKEVM avec des développements de kits. Ça veut dire que tu peux développer ton IKEVM en un clic très rapidement. Donc j'exagère quand je dis en un clic, mais quasiment aussi facile que d'installer un WordPress sur une machine virtuelle, vraiment, tu vois. Donc tu as ton kit, tu as tes commandes, etc. Et tu as en plus de ça, et là pour le coup c'est en un clic, et j'ai testé plusieurs fois, tu as les roll-up as a service. Donc un petit peu comme tu peux déployer un Shopify avec des hébergeurs en cliquant sur un bouton. Maintenant, n'importe qui peut déployer son layer, aussi son layer 2, en 10 minutes, testnet gratuit, 2 000 euros, 3 000 euros par mois pour un mainnet. Alors, ça, je te coupe rapidement là-dessus. Je t'en prie. Roll-up as a service, moi, ça m'évoque immédiatement Dimension. Est-ce que c'est Ouais, ce alors genre de projet que tu fais ce genre de référence? projet, exactement, ce genre de projet, je crois que t'en as une dizaine de connus sur le marché aujourd'hui. Et en gros, tu développes, voilà, tu lances ton layer 2 hyper rapidement. Donc bref, pour Alors, revenir du coup, au ouais, sujet, ouais, vas-y, je t'en juste pour prie. terminer là-dessus, parce que je pense que c'est peut-être un élément pour lequel ceux qui nous écoutent n'ont pas forcément, voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau. Donc en fait, ce que tu expliques, c'est que c'est une technologie qui va te permettre, toi, si tu as l'ambition de créer un projet avec un cas d'usage particulier, tu peux en quelques clics construire en fait finalement une espèce de roll-up. Donc une roll-up, c'est une layer 2 d'un réseau voilà, en quelques clics pour déployer ensuite ton application dessus, c'est ça? Exactement. Et Et vous, vous donc vous on a pris. situez où par rapport à ça? Alors nous, si tu veux, on n'a pas utilisé une roll-up as a service, enfin pas encore, c'est en discussion. Mais ça apporte des avantages et des inconvénients. Donc l'avantage principal, c'est que euh, ton ZK EVM, il va sortir, tu auras ton bridge, tu as QuickSwap qui te permet de connecter, de mettre ton layer 2, donc d'avoir un DEX hyper rapidement. Donc tu as plein d'avantages. Nous, le premier avantage, c'est qu'on va pouvoir, donc avec notre... parce qu'aujourd'hui, la forteresse, on autorise simplement notre layer 1, l'accès. On autorise, c'est un grand mot, mais les programmes qui sont dans notre forteresse
communique simplement avec Terre Noire. Donc on va aussi rajouter un programme dans cette forteresse qui va lire aussi le ZK EVM, ok, et ce qui va nous permettre de proposer les secrets aussi sur notre layer 2. Donc c'est facile. Roll-up as a service, c'est facile. Ma vision pour moi par rapport à ça, c'est que en effet, une grosse entreprise a beaucoup plus intérêt à se faire son propre layer 2, parce que tu peux définir le gaz, tu peux demander pas de gaz, tu fais ce que tu veux finalement, parce que c'est le problème, c'est que c'est très centralisé. Et donc ça coûtera moins cher, t'as pas de dépendance. Tu vois, il y a plein d'avantages que ça t'offre. Si tu veux de développer aujourd'hui ton layer 2 comparé à te marier avec une blockchain, encore une fois selon les cas de figure. Alors tu vas voir aussi que, allez, dans moins de 6 mois, tu auras énormément de layer 3. Parce que ces layer 2 vont sortir et vont proposer des layer 3 à des sous-projets. Enfin, je suis quasiment sûr que ça va se tramer comme ça. Je sais pas, un groupe, j'en prends le groupe de Stellantis, tu peux imaginer qu'il va avoir une blockchain qui va lancer son layer, pourquoi pas son layer 2 et son layer 3 pour chacune des marques en dessous. Enfin, j'imagine que ça peut être comme ça, vu la facilité, la sécurité. Mais oui, l'inconvénient, et ça c'est la deuxième chose qu'on fait sur notre layer 2, c'est que on n'y est pas encore confronté parce que c'est tout neuf, mais les rollups sont hyper centralisés, hyper modifiables, et en fait, même si c'est un ZK, zero knowledge proof, blablabla, tu vois, c'est comme dire quand tu vois HTTPS, tu sais, sur ton site et que tu as le petit cadenas, c'est que c'est sécurisé. On est au même niveau, si tu veux, de sécurisation. Donc oui, c'est bien, hein, c'est ZK, donc c'est rapide, t'as un système de preuve, mais le problème, le roll-up. Dans le cas d'une roll-up as a service, le service va te lancer et héberger ta chaîne. Ok, nous on a fait en interne un POC et je pense que je vais publier bientôt. On a lancé un Polygon CDK, donc imagine on le fait pour un client. On a réussi à modifier le ZK EVM pour que quelqu'un qui dépose une transaction ne puisse plus y accéder après. Donc bien sûr c'était malveillant, bien sûr c'était un test, on va pas le mettre sur sur notre layer tout, mais c'est des choses que si ton hébergeur est malveillant ou quelqu'un dans ton hébergement, en fait, plus tu vas rajouter des couches vu que c'est centralisé, des couches de confiance à des acteurs, plus tu as de risques quoi. Et donc nous on intervient grâce à notre forteresse aussi sur cette problématique-là. Donc on va avoir un layer 2 qui va être donc comme les autres en fait, qui va tourner sur un nœud et qui va aller écrire ensuite les informations sur le layer 1 Ethereum. Mais en plus, on va, grâce à notre système décentralisé d'enclave, rajouter une seconde preuve qui va garantir que le layer 1, le layer 2 ne peut pas être modifié. Ne sera pas modifié, que les preuves qui ont été envoyées ont vraiment été sont les vraies preuves. Donc en fait, Ouais, pardon. votre système d'enclave va aussi finalement d'une certaine manière contribuer à la sécurisation de la layer 2, finalement, si je comprends bien. Ah, totalement, ouais, c'est la deuxième utilisation. Donc là, on reste dans la première utilisation, ça va être la privacy, donc de pouvoir à n'importe quelle application. Donc on peut avoir des exemples. Aujourd'hui, on a fait le time capsule, mais pour de la DYD, pour du KYC, pour de l'IA, tout. En fait, on est vraiment le Web3, c'est émergent. Et la privacy, c'est quelque chose qui arrive. Tu le vois, tout le monde parle justement de tease, de d'épines, etc. Les gens commencent vraiment à s'intéresser à ça. Donc là, on a cette première partie donc qui va être partager la communauté Ethereum. Et ensuite, la seconde partie, c'est qu'on va être la blockchain qui va être, comment dire, peut-être la première à utiliser un réseau décentralisé d'enclave pour pouvoir sécuriser son layer 2, ce qui a une valeur monstrueuse, si tu veux, pour le trust des gens, des applications. Et, euh, et donc, quelle est l'ambition après, une fois que ce layer 2 est développé? Ça va être d'aller attirer des applications qui reposeraient donc sur la layer 2, ou c'est d'aller chercher l'interopérabilité avec... voilà, quelle est concrètement l'ambition de ça derrière? À quoi ça peut Alors, je ressembler pense, en fait à l'avenir? ouais, vu quoi, alors, on a utilisé Polygon CDK. Alors, le nom est magnifique. Polygon, CDK, ZK, EVM, Validium. Waouh, tu sais, ça fait, t'as tous les mots-clés dedans. Donc Polygon, vous connaissez Polygon. ZK, EVM, donc ZK, c'est le type de preuve. Ok, EVM, c'est que c'est compatible à l'écosystème Ethereum. Et Validium, c'est parce qu'on n'écrit pas directement les transactions les rollups elles compressent et elles écrivent sur le layer 1. Nous on les compresse, on les pousse dans un DA, donc Data Availability, et après on le pousse sur le layer 1 pour que ce soit encore moins cher. Donc c'est juste pour réduire les coûts. Et donc on utilise ça et tu as un vrai avantage avec ce Polygon CDK, c'est qu'ils ont sorti Lag Layer. Lag Layer, c'est une agrégation comment dire, on va dire une connexion entre toutes les gens qui vont faire ce choix
d'utiliser Polygon pour développer sa solution. Donc tu as une interopérabilité, hein, on va dire, native directement. Donc, si tu es sur Polygon, tu vas pouvoir très certainement utiliser directement notre enclave, tu vois, donc notre système de notes secrets instantanément. Si tu es dans l'écosystème Ethereum, tu vas pouvoir le faire aussi beaucoup simplement, peut-être en transférant, en faisant un ping-pong sur notre blockchain. Donc peut-être pas migrer toute ton application, mais uniquement la partie de privacy. Et si tu as une application comme on travaille avec les notaires ou ce type d'application où le cœur de l'application c'est la privacy, là tu peux tout faire sur ta noix. Donc ça va dépendre si tu veux du degré de sécurité que tu as besoin dans ton application. Ouais, et pour que les gens comprennent, c'est vrai qu'en ce moment, ce qu'on est en train de constater, c'est qu'il y a quand même une tendance pour les applications à de plus en plus séparer en fait qui fait quoi dans le stockage. Tu parlais typiquement de cet Ouais. exemple-là. Il y a encore quelques années, on parlait pas vraiment de séparer les blockchains avec une couche de consensus, une couche de stockage de données, etc. Alors que maintenant, c'est vraiment, ça fait partie de la tendance. On t'en parle, il y a des couches qui s'occupent de la data availability, qui est l'étape supplémentaire avant d'aller stocker sur le réseau principal. Enfin voilà, de plus en plus, on a tendance à dissocier les grandes étapes, on va dire, du stockage des données ou de l'exécution des transactions ou quoi que ce soit. Et donc, c'est pas totalement illogique d'envisager pour une application d'aller déléguer sa privacy sur une couche d'infra comme celle de Ternoa par exemple. Même pour des applications qui reposeraient sur Ethereum en native ou sur d'autres layers 2. Je me trompe peut-être, mais je pense pas que ce soit Non, non, non. illogique. Tu as deux écoles en ce moment. Tu as les blockchains modulaires, donc ce que nous, sur celle où on est, et tu as les blockchains monolithiques type Solana, Elrond aussi, je crois, qui sont comme ça. Donc c'est voilà, ils gèrent tout. Avec peut-être un avantage sur la sécurité, c'est que c'est un seul bloc, c'est décentralisé. Les blockchains monolithiques aujourd'hui, c'est encore jeune et en effet, c'est scalable, c'est moins cher. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore, si tu veux, je pense, hein, c'est pas encore assez sécurisé. Il y a énormément de travail encore qui doit être effectué de ce côté-là, quoi. C'est bien si tu veux de papier de fees quand tu fais des transactions et de faire beaucoup de transactions, mais si derrière tu peux te faire hacker. Bah, tu le vois, hein, de toute façon, le nombre de hacks que tu as dans le monde de la blockchain, j'ai envie de dire toutes les semaines, peut-être même tous les jours. Voilà, c'est vraiment en tout cas les enjeux pour moi sur ces layer 2 pour ces prochaines années, quoi. Ça va être de travailler sur la sécurité, sur l'aspect sécuritaire, d'être sûr que les fonds des gens, voilà, ils soient bien au bon endroit, qu'ils disparaissent pas. Et ouais. Ouais. Et la modularité, de toute manière, bah, Celestia a mis un gros coup de projecteur sur cette tendance, si on peut appeler ça. J'aime pas trop appeler ça une tendance parce que c'est simplement une évolution, on va dire, dans la manière de construire les infrastructures des blockchains. Mais je trouve que pour le coup, j'ai trouvé ça moi personnellement quand j'ai creusé extrêmement intéressant la modularité. Et donc voilà, c'est cool de voir que Ternoa se positionne aussi d'une certaine Alors, manière nous, on dans cet travaille pas aspect-là. avec Celestia, on travaille avec Avail. Oui. Avail qui est Ouais. comment dire, donc qui a été créé par le cofondateur de Polygon. Et lui, il a une solution décentralisée. Donc en fait, il a la DA que tu as, elle est décentralisée. Et il a rajouté Nexus, et j'ai oublié le troisième nom de son produit. Donc il a trois produits qui va permettre aussi donc aux données de communiquer entre elles. Donc tous ceux qui utilisent Avail ont aussi la possibilité de faire la transaction entre eux. Et donc on travaille beaucoup avec eux et on a annoncé la semaine dernière, je crois, que Anurag, donc c'est le fondateur d'Avel et l'ancien fondateur de Polygon, est devenu advisor. Donc il nous supporte, il nous aide beaucoup sur cette transition, pas cette transition, mais cet ajout de comment dire de features sur Ternoa. Et non, écoute, ouais, on est team Avail. Ok. Oui, non, mais je te parlais de Celestia parce que ça a Ah fait non, un je sais, gros c'est vrai. boom. Ça a fait un gros boom là il y a quelques mois. Et en effet, c'est vrai que ça a un peu mis la lumière sur cette différence entre blockchain monolithique, blockchain modulaire. Mais Avail, voilà, pour ceux qui nous écoutent, ça fait aussi partie des projets qu'on suit énormément, qui build vraiment enfin, un projet que je trouve personnellement très intéressant et que je suis depuis quelques temps aussi. Donc c'est très cool de voir que vous êtes associé avec eux, enfin qui sont un peu rentrés dans le projet Ternoa. Donc ça c'est intéressant et donc voilà. Enfin, moi ce que je trouve vraiment intéressant avec ce que vous faites là sur cet aspect-là, c'est vraiment de rentrer dans cet écosystème voilà, qui vise à construire, à améliorer l'écosystème d'Ethereum, à le rendre plus solide, à le rendre plus sécurisé. Donc ouais, c'est un élément que je trouve intéressant et c'est vrai que ça dénote quand même particulièrement, et c'est pour ça que j'insiste un peu dessus, sur
voilà, l'image qu'avaient les gens de Terre-Noire, je pense, et moi-même, hein, moi le premier, c'est pour ça que je le dis, sur les 2 dernières années où voilà, vous avez démarré sur un cas d'usage particulier, et maintenant aujourd'hui on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus grand que ce qui était de base. Donc c'est pour ça que j'insiste un petit peu dessus. Et on accélérait, Euh, si tu veux, cet ajout. En fait, donc on a en mainnet, on a tout délivré, si tu veux, en juin, et on avait voilà, tout était prêt et on partait sur cette conquête d'aller chercher des projets, onboarder des projets. Et donc pour onboarder des projets, c'était comment on rend disponible notre tech finalement à tout le monde. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer donc Adorag, le fameux fondateur, euh, qui a compris ce qu'on proposait, mais qui n'a pas compris pourquoi on ne l'a pas proposé encore dans l'écosystème Ethereum. Et donc, il nous a fait travailler sur le branding, il nous a aidé, tu vois, dans la, voilà, comment structurer, comment l'apporter. Non, voilà, il a mis la main, il a mis la main à la pâte pour qu'on puisse en arriver là aujourd'hui, ouais. Ouais, c'est top. Bah, c'est souvent hein, des retours, je trouve. Là, je sors un peu du cadre, mais c'est les retours, je trouve, qu'on arrive à obtenir de la part de toutes les personnes qui bossent avec Polygon. J'ai assez souvent ce retour-là, que l'équipe de Polygon est assez ouverte et assez aidante vis-à-vis des projets qui se construisent dessus. N'hésite pas à voilà, donner les ressources. Bon, bah, c'est vrai que pour le coup, lui, c'est un ancien de Polygon, mais il a peut-être pas perdu cette âme-là d'aider les projets qui se développent. Donc c'est une bonne Non, chose, en ouais. tout cas. Non, Et les deux, enfin, ouais, sont sympas, ouais, ouais. je pense que c'est des bonnes équipes. Et donc on a fait, voilà, je pense qu'on a réussi à bien cadrer un petit peu, voilà, ce qu'était Ternoa, qu'est-ce que vous avez construit, quelle a été la plus-value de la technologie, et aujourd'hui à quoi ça peut ressembler. Je voulais qu'on parle du token CAPS très rapidement. Quelle est aujourd'hui l'utilité du token dans tout cet environnement que vous construisez? On parle d'une layer 1, on parle d'une layer 2. Voilà, où est-ce qu'il se situe? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Est-ce qu'on peut devenir validateur, même sans forcément, par exemple, donner de son, enfin, fournir un espace d'enclave comme tu lui expliquais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut simplement faire du staking avec ses tokens CAPS? Voilà, éclaire-nous un petit peu là-dessus. Alors le CAPS, le token de gaz donc, qui est utilisé partout, Layer 1, Layer 2 et Fortress. Donc il est consommé partout, donc à chaque transaction, chaque utilisation d'application, il est utilisé. Donc on utilise, donc aujourd'hui on a 75, j'ai pas fait mes devoirs, d'habitude je regarde juste avant, on a 75 validateurs et 800 nœuds, je crois, qui composent notre network, le network principal, et ensuite on a les serveurs d'enclave qui demandent une expertise particulière parce qu'il faut être certifié faut avoir, comment dire, enfin, t'as des contraintes techniques que tout le monde ne peut pas avoir. Donc, c'est plus adressé aux entreprises, tu vois. Mais pour le premier, donc pour la première, pour le substrate chain, ouais, n'importe qui peut aujourd'hui donc faire la nomination. Donc, tu peux choisir un serveur, envoyer tes tokens et tu récupères, je crois que c'est entre 14 et 16%, je crois, d'APR aujourd'hui pour participer au réseau. On a, pour pas te dire de bêtises, je crois qu'on a quasiment 50 millions, alors à peu près 10 millions de dollars équivalent en caps qui sont stackés, qui protègent le réseau, Ok, à donc peu ça près. fait, ça fait quoi? Ça fait 145, ah, je sais plus. dans un tiers, 40% de la, du nombre de Attends, tokens en j'y vais. circulation, quelque chose Je sais comme pas si ça? tu me vois toujours. Je te vois toujours, Euh, on t'a pas alors perdu. ça fait 60% des. En fait, on a le token on-chain et ensuite on a ceux qui l'ont sur Ethereum, les liquidity pools sur Pancake, sur Uniswap, etc. Mais ce qui est on-chain, on a plus de 65%, je crois, de stacké. Et je vais te donner exactement, hop, aujourd'hui, sans les LPs, combien on a. Hop, alors ça s'affiche 415 millions, plus on est à 450 millions à peu près, ouais, de caps. Ok. Qui sont, Ok, donc voilà, qui sont, ça fait quand même une belle proportion Ouais, ouais, qui ça sert fait à une belle sécuriser le proportion. réseau. En fait, on a un petit launchpad. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que tous ceux ils vont, donc tu vas stacker, tu vas sur le launchpad, tu as juste une signature à faire, on t'authentifie. Et tous les mois, on travaille avec des partenaires, on fait des airdrops de projets, soit qui sont pas listés, soit qui viennent d'être listés, qu'on sélectionne. Donc, on a eu Tada, je sais que tu dois connaître, le premier airdrop qu'on a fait le mois dernier, et le prochain, c'est dans 3 jours, je vais pas l'annoncer encore, mais qui va être, voilà, qui va être fait tous les Ok, mois. Donc ça, en plus, si tu veux des 15%, tu as des tokens. Alors, quand on réussit à les avoir au prix seed, bah, potentiellement, même si ça te fait, tu vois,
40 euros ou 50 euros de token dans ton wallet, et bah vu que c'est le prix seed, potentiellement ça peut faire un vrai bonus quand le token va être listé, donc c'est cool. Ok, donc il y a une vraie incentive aussi intéressante là-dessus. Ouais, c'est pas mal. Franchement, pour le coup, cette partie-là, je l'avais pas. Donc C'est nouveau. on a la capacité de placer ces tokens CAPS en staking. Ça, c'est intéressant pour contribuer à cet écosystème. Et alors là, j'ai regardé un petit peu en discutant sur le Discord de CryptoHost avec des personnes de la communauté où je leur ai demandé un petit peu quelles étaient les questions qu'ils voulaient te poser. Et il y a un élément qui est revenu, alors je l'ai ciblé parce que justement je pense que c'est intéressant, c'est sur l'utilité du token CAPS et quelles sont les intentions que vous avez d'essayer de le rendre plus utile, de faire en sorte que voilà, il s'intègre encore plus et que ça puisse le valoriser sur le long terme. Et justement, je t'en parle parce que avec ce que vous développez sur cette ZKVM, avec le fait qu'il y ait potentiellement de plus en plus d'applications qui aient besoin de utiliser vos services, où est-ce que se situe le CAPS dedans? Est-ce que ça lui donnera encore plus d'utilité? Voilà, tu peux En peut-être les fait, éclairer à là-dessus. chaque fois que quelqu'un utilise l'application, le but, si tu veux, de lancer le ZK EVM pour pouvoir onboarder des applications, c'est pour que ça consomme du CAPS. Aujourd'hui, on est à 70 000 transactions au jour à peu près. Alors, on incite bien sûr les applications à, comment dire, à faire des transactions. Donc, on a des gros players qui font beaucoup de transactions, mais plus ta transaction, plus il y a d'utilité. Donc, oui, bien entendu, ça va être par le fait qu'on soit compatible avec plus d'écosystèmes, qu'on réussisse à convaincre des gens de venir développer sur notre chaîne que le token va s'apprécier. Et on a aussi un lab en France qu'on a créé il y a 2 ans maintenant pour aider tous les. On travaille avec la France et le Japon majoritairement aujourd'hui, un petit peu aussi avec les Émirats maintenant. Et on onboard et on aide les projets qui veulent se développer à créer, on va dire ça peut être les tokenomics, à créer comment dire les pitch decks, à créer l'architecture technique pour qu'ils puissent venir sur Terre-Noire. Et donc on les aide, on les accompagne, ils viennent développer chez nous. Donc ça, pour moi, ça passera par là. Dans un premier temps, peut-être encore d'être de l'accompagnement pour les premières grosses dapp, les faire venir, montrer que voilà que ça tourne bien, que ça fonctionne, que ça s'utilise, et après de façon organique, je l'espère. Ouais. On Ok. a une cinquantaine de players aujourd'hui, 50, 60 peut-être maintenant d'applications qui buildent chez nous. Mhm. Ok. Mais voilà, c'est vrai que plus il y aura d'utilisation, plus il y aura d'impact évidemment sur ce token. Alors je parle pas forcément que d'un point de vue d'appréciation sur les marchés, hein, c'est pas que de ça que je parle, mais voilà, simplement sur sa circulation, sur son utilité, sur le nombre d'individus qui sont détenteurs, qui l'utilisent, qui le mettent en staking, ainsi de suite. Enfin voilà. Donc c'est aussi pour ça que je te posais cette question, parce que je savais que avec ce qui se construit actuellement et ce que vous êtes en train de faire, ça va forcément donner de plus en plus de cas d'usage à ce token. Et, euh, et tant qu'on y est, justement, 2024, à quoi ça peut ressembler pour Terre-Noah? Quelles sont voilà, les grandes échéances à venir? Quels sont les éléments qu'on doit suivre Alors 2024 testnet, je pense Q2 du ZK EVM, Q3, Q4 mainnet peut-être avant. Après, on a décidé de prendre le parti de pas vraiment dans cette date. On a toujours tout fait, si tu veux. La séquence est toujours en 3 mois, tout a été livré. Mais c'est vrai que ça stresse les équipes quand on te donne des dates, tu vois, sûres et certaines. Et des fois, t'es mieux à voilà à pas les annoncer pour peut-être faire de la surprise ou peut-être avoir 2 mois de retard. Mais dans l'ensemble, l'idée c'est d'avoir un mainnet rapidement et d'ajouter donc un mainnet qui accède à la forteresse. Ok, et fin d'année, voire année prochaine, d'avoir ce système de multi-proof. Ça, c'est pour 2024. Et après, voilà, il y a plein de choses qui vont arriver aussi soit fin 2024, soit 2025. Mais on travaille déjà sur la suite, ouais. Le but du jeu pour une blockchain, c'est d'avoir de l'utilisation. Il n'y a pas d'autre, comment dire, il n'y a pas d'autre solution. Et moi, je suis parti du principe que tu ne réussiras pas à convaincre des gens de venir. Il faut que tu puisses avoir ta solution, tu vois. Toujours plus simple de mettre à disposition que le gars, l'application n'ait pas grand-chose à faire pour pouvoir l'utiliser, plutôt qu'espérer que le gars vienne toi simplement sur ton application pour l'utiliser. Et donc on fait tout en sorte pour voilà être accessible facilement par n'importe quel player. Ok. Voilà, quelle est ta vision, toi, sur les prochains mois aussi, dans l'écosystème d'Ethereum? On sait qu'il y a beaucoup de nouveautés qui se passent en ce moment. Est-ce que c'est un écosystème voilà, que tu trouves dynamique, t'es positif sur cet écosystème Ethereum? Ouais, je suis plus que positif, je suis bullish. En fait, parce que je suis plus ou moins, je dirais, de l'intérieur. Voilà, c'est un grand mot. Je suis pas cofondateur. Voilà, mais je travaille beaucoup avec cet écosystème maintenant. Et
Et pourquoi on avait décidé d'aller sur Polkadot? Parce qu'ils avaient une avance sur la vision, si tu veux. Polkadot, en gros, tu as un layer 0 dans lequel toutes les chaînes se connectent et en gros, tu peux communiquer les uns avec les autres. Ça marche mal aujourd'hui parce que c'est élitiste, c'est difficile d'accès, ça coûte cher et après peut-être un problème de communication et de marketing. Polygon, ce que propose Polygon aujourd'hui, en fait, c'est ce que voulait faire, enfin, c'est ce qu'a fait Gavin Wood avec Polkadot. Et donc, tu as Ethereum qui devient une espèce de gros layer one où personne va venir sûrement écrire directement, où tout le monde va passer par des layer 2 et il continue à build, ça grossit, ça prend forme et ça devient une machine inarrêtable. Alors, je sais que tu as toujours des pros Solana, des pros machin, mais pour moi, voilà, le vrai layer one, d'un point de vue, on va dire, réussite technique, scalabilité, ce qu'ils ont réussi à faire, ça sera toujours Ethereum. Personne n'y arrive à sa cheville. Et après, avec tous ces layers 2 qui se construisent, ces roll-up as a service, etc., ça va lui donner d'autant plus de valeur parce que à la fin de l'histoire, faut que tu écrire sur Ethereum, tu vois. À la fin de l'histoire, c'est lui le patron. Donc je pense que ça va, voilà, que cet écosystème va encore plus exploser cette année. Ok, bah, c'est toujours intéressant, c'est pour ça aussi que je voulais avoir ton avis là-dessus. Toujours intéressant de recueillir l'opinion de quelqu'un qui build justement dans cet écosystème. Et en fait, c'est là aussi où je trouve que c'est ultra intéressant. On en parle beaucoup sur Cryptos récemment. Voilà, Ethereum, ce qui se construit est complètement exceptionnel. Les innovations technologiques, les mises à jour encore récemment sont folles. On voit que voilà, il y a cet écosystème qui est en train de se construire tout autour d'Ethereum. Et finalement, même voilà, un projet comme Ternoa, qui initialement était sur Polkadot, qu'on connaissait comme tel, tend à revenir sur Ethereum. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant, qu'on voit vraiment l'impact qu'a Ethereum dans cet écosystème. Et voilà, et le fait justement pour vous d'être dans cet écosystème Ethereum, c'est aussi un double impact. C'est parce que ça vous rapportera aussi l'intérêt de pouvoir être compatible avec tout un tas d'autres infrastructures, d'autres applications qui vont se développer. Et c'est assez enthousiasmant, je pense, pour les prochains mois et les prochaines années. Donc, Je donc pense c'est que très c'est bien aussi dur de vouloir faire un second Ethereum que de faire un second Bitcoin. Ça devient de l'ordre de l'impossible pour moi maintenant. Bitcoin restera Bitcoin, c'est le patron. On va dire voilà, Ethereum sur la partie application et développement. Alors tu as quelque chose qui sort, et j'y réfléchis pas mal en ce moment aussi, c'est que tu as beaucoup de layers 2 Bitcoin, des ZK Bitcoin des layers 2 ZK. Alors ça va rendre furieux les Bitcoin maximalistes, je pense. Euh, le Lightning Network, on n'en entend pas beaucoup parler. Alors moi je suis pas Bitcoin maximaliste, je suis pas dedans, donc peut-être que je sais peut-être plus d'informations que moi, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu essoufflé. Me tapez pas, c'est l'impression que j'ai de l'extérieur. Mais j'étais à Denver il y a 2 semaines et dans les conférences Bitcoin, c'est énormément axé sur la scalabilité de Bitcoin. Et ce qui sera aussi un game changer, parce que si tu commences à pouvoir offrir de la DeFi ou à proposer des choses sur Bitcoin, ça va encore tu vois, le renforcer. Après, c'est pas dans la philosophie parce que c'est un layer tout machin, mais je porte de l'intérêt à ces solutions-là. Je sais pas si on a vu passer quelques-unes. Ouais, alors bah, j'ai beaucoup discuté. En fait, je me suis énormément intéressé à ce qui se passait parce que, bah, comme tu l'expliques, moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Bitcoin c'est très à part dans l'écosystème. There is no second best. Pour moi, c'est pareil pour Ethereum. C'est la même chose pour Ethereum dans le principe des blockchains à smart contract. En fait, ils sont trop loin en avance. Et même si les derniers mois, Solana a réussi à rattraper un retard, en fait, c'est simplement parce que Ethereum était en sommeil, entre guillemets, en préparation vers des mises à jour qui l'amenaient d'un bond déjà beaucoup plus loin. Donc je suis tout à fait d'accord avec ça, mais ça m'a pas empêché de continuer à suivre ce qui se passait sur Bitcoin et à m'intéresser à pas mal de layers 2 différentes qui se construisaient. Ah, ok. Alors, pas un peu quand même déçu sur... pour moi, il y a un aspect technologique qui est ultra compliqué pour eux, notamment celles qui veulent développer du ZKP, de la layer 2 de type Zero Knowledge Proof sur Bitcoin. Je pense que en fait, Bitcoin n'est pas initialement conçu pour ça, donc il y a quand même des freins technologiques pour eux. Par contre, je me suis retrouvé invité dans des événements du coup de personnes qui parlaient de DeFi sur Bitcoin, de HortFi, de Bitcoin Ah, Summer, etc., de tout ce qui se construisait, les BRC20, etc. Et en fait, vraiment, je me suis rendu compte à quel point les gars étaient à fond là-dessus. Ils sont à fond en se disant, mais Ethereum, c'est terminé. Bitcoin, c'est, je sais plus combien, 60 millions d'adresses actives. C'est la première blockchain. C'est là, par là où tout le monde rentre. Et si demain, on arrive à rendre Bitcoin scalable par des layers 2, c'est terminé pour le reste. Donc, je trouve ça intéressant. Évidemment, tu peux adhérer à leur discours sur tout ce qu'ils disent, c'est logique. En revanche, maintenant, il faut voir si d'un point de vue technologique,
ils arriveront à faire quelque chose. Et je trouve qu'on arrive un peu au mauvais stade là actuellement dans cet écosystème-là, c'est que tu as des trentaines et des quarantaines de Layer 2 qui se développent. Laquelle va marcher? Est-ce qu'il y en a une qui va marcher? Tout le monde essaye de tirer sa petite épingle du jeu. Donc voilà. Mais en revanche, ouais, s'il y en a une qui arrive à sortir et à vraiment bien fonctionner et à tirer du monde, ouais, forcément, ça peut être que intéressant, c'est Bitcoin. Donc, Et nous, on aura autant de facilité si tu vas proposer notre forteresse à Celerdo qui existerait un jour, si jamais ça existe, tu vois, qu'on l'a proposé à la communauté Ethereum. Après, il y a peut-être y avoir aussi pareil des applications plus sensibles qui voudront être sur Bitcoin, pourquoi pas, dans un futur proche. Et alors pour le Lightning Network, tu suis un petit peu, parce que je dis, moi, je suis pas du tout dans l'écosystème Bitcoin. Euh, Ça avance? Lightning, pour le coup, personnellement, Lightning Network, je connais, évidemment. Je suis pas particulièrement ça. Je vais plus me renseigner sur des stacks, par exemple, ou d'autres, mais je vais pas citer des noms parce qu'il y en a certaines qui sont pas forcément très appréciées pour des lancements un peu catastrophiques. Mais ouais, je suis plutôt sur celles-ci qui veulent plutôt permettre de développer des applications décentralisées un peu à la Ethereum. Mais du coup, vous, en gros, est-ce que si demain vous avez, disons, une layer 2 de Bitcoin, alors, il y en a certaines qui se veulent ZKEVM, hein, faire le pont entre les deux, mais bon, imaginons une layer 2 de Bitcoin, on va simplifier comme Ah, ça, vous tu avez as vu, ouais, Bitcoin ZK EVM, carrément. Ouais, il y en a deux, j'ai vu passer un Satoshi acteur. VM. C'est ça, Satoshi VM. Tu sais qu'au début, j'ai pensé au scam quand j'ai vu ça. J'ai dit non, mais les mecs, ils sortent sur comment dire, le narratif. Et apparemment, c'est un vrai truc, tu vois. Alors moi Moi, j'ai j'ai vu fait passer. testnet, j'ai D'accord? farmé le testnet à une époque. J'ai été très déçu du lancement du token parce qu'ils l'ont lancé avant le mainnet. En fait, ils sont allés très vite. Je pense qu'ils se sont fait C'est ça le manipuler projet par. décrié que tu disais il y a deux Ouais, minutes? ouais. En fait, je pense qu'ils se sont fait manipuler par des gens qui les ont lancés sur un launchpad, qui a fait que ça a un peu raté leur lancement parce que on les a pris pour des scammers, alors que le testnet, bon, était un peu catastrophique, mais tu sentais qu'il y avait un truc. Et là, ils sont passés en mainnet. Ça a l'air de fonctionner. En revanche, c'est quand même assez obscur dans voilà la manière avec laquelle c'est bridge. Forcément, tu sais, les bridges, c'est toujours un petit peu voilà, un peu obscur, on sait pas vraiment. Tu burn d'un côté, tu mintes de l'autre, ça donne beaucoup de pouvoir à l'équipe derrière le projet. Mais force est de constater que leur espèce de layer 2 ZKVM, ce qui s'appelle Satoshi VM du coup, et a l'air de tourner correctement. Alors j'ai pas plus de statistiques derrière. Bon, tu vois, c'est un premier exemple, mais Mais ouais, imaginons que demain ça fonctionne vraiment. Vous êtes capable de vous exporter sans aucun là-dessus et d'aller problème. profiter de l'écosystème Ouais, Bitcoin. sans aucun problème, parce que si tu veux, on a donc t'as un programme qui va lire Bitcoin et qui va autoriser ou pas les personnes. En fait, c'est de l'encryption off-chain et une détention on-chain, si tu veux, des secrets. Donc, on peut se connecter, on peut même se connecter à un jeu qui n'aura pas de blockchain finalement, tu vois. C'est juste un programme qui a besoin d'avoir une confirmation, qu'il a le droit de renvoyer l'information. C'est tout. Donc, on pourrait se connecter sur Steam ou ce que tu veux. Après, bien sûr, il y a d'autres contraintes, mais oui, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, elle est là en fait, l'exclusivité. Terre-Noire Voilà, bientôt sur exactement. Bitcoin. Et moi, j'ai déjà vu 8 projets ZK sur Bitcoin. Après, voilà, Ok. je découvre comme toi. Enfin, voilà, j'ai pas encore vraiment été dans les profondeurs parce que c'est un petit peu prématuré. Mais ouais, Ouais. c'est une possibilité qui est ouverte, ouais, carrément. Bon. Bah, écoute, je pense que c'est vraiment intéressant. J'ai hâte de voir ça et ça met vraiment en lumière, je trouve, votre capacité d'adaptation et ce que tu dis, c'est ça, je pense, qui est intéressant. Et qui vous permet aussi donc de pouvoir ouais, aller, bah, s'il y a une tendance qui se développe sur Bitcoin et que, alors pas vraiment une tendance, encore une fois, je suis pas fan de ce terme-là, mais on sent qu'il y a plus voilà, un intérêt fort pour Bitcoin, la possibilité d'aller Un besoin de être privacy, tu vois. compatible. Pardon? Un besoin de privacy sur Bitcoin, Ouais, pourquoi pas. Ça arrivera forcément à un moment donné à un autre. Comme aujourd'hui, c'est vrai. c'est sur le donc ce jour-là, on sera là, bien sûr, on sera là. Bon, en tout cas, c'est super intéressant. Je vois que ouais, on est quasiment 50 minutes de podcast. On va essayer de pas dépasser. Donc, écoute, je vais te donner le dernier mot pour ce podcast. Bon, tu m'as déjà expliqué qu'est-ce qu'on peut attendre de Ternoa là sur les prochains mois, mais peut-être si tu as d'autres informations ou alors si tu as peut-être un petit message à faire passer aussi à la communauté, où est-ce qu'on peut vous retrouver, si vous avez peut-être d'autres événements à venir où tu vas prendre la parole sur votre Discord, j'en sais rien. Voilà, si tu as
Si tu as quelques mots à dire là-dessus, n'hésite pas. Ouais, pour nous retrouver donc sur le Twitter Ternois, on a un Discord, on a un Telegram. Prochaine fois que je vais pitcher, ça va être à Tokyo, le 13, je crois, le 13 avril. Paris Blockchain Week, je risque de ne pas y être où je dois faire un aller-retour. Écoute, je sais pas comment je vais m'organiser, ce sera soit l'équipe, soit moi. Et après, on a Dubaï, on a 2 semaines, 3 semaines aussi d'events qui vont être là. Après, sur ce qui va arriver de très court terme, ça va être le testnet et un DEX, je l'espère aussi peut-être en testnet, qui va arriver très rapidement et on aura bien entendu des activités à proposer avec ce testnet. On va sûrement faire un incentive testnet aussi sur notre layer 2. Donc voilà, tout intérêt à aller suivre ça de près, puisque s'il y a des incentives, ça peut toujours être intéressant. Écoute, merci beaucoup. Franchement, j'ai beaucoup apprécié la discussion. J'ai trouvé ça intéressant vraiment de partir de ce point, voilà, Terre-Noire tel qu'on le connaissait, un projet qui est ultra axé sur sa communauté, qui est ultra apprécié dans la communauté et qui vraiment continue son développement et qui aujourd'hui, je trouve, rayonne d'autant plus que ce que ça pouvait être en 2021. Donc voilà, peut-être que ça fera très certainement plaisir à ceux qui nous écoutent voilà, de pouvoir replonger comme ça dans Terre-Noire. J'espère que ça aura plu à ceux qui nous ont écoutés. En tout cas, moi, ça m'a plu de pouvoir en discuter avec toi, donc merci beaucoup. Et puis écoute, si tu es à Paris Blockchain Week, nous on y sera aussi, donc on se croisera là-bas. Ok, Si tu n'y es pas, ok, ok. on verra Je, peut-être une je- partie de votre équipe je- ouais, je me laisse voilà, 4-5 jours pour pour y voir si je réfléchir. réussis à m'organiser pour venir. Et Ça plaisir marche. partagé en tout cas pour l'échange. Ça fait toujours plaisir d'échanger. Merci pour ton temps et merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Ben écoute, voilà. Et puis n'hésitez pas, ceux qui nous écoutent, vous avez les liens dans la description pour aller jeter un petit coup d'œil sur le site internet de Ternoa et sur les réseaux sociaux aussi, hein. N'hésitez pas à aller voir le compte Twitter et rejoindre tous les autres réseaux sociaux pour suivre un petit peu ce qui va se passer, puisque, comme nous l'a dit Mickaël, voilà, dans les prochaines semaines, il devrait y avoir pas mal de trucs intéressants à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Merci de nous avoir écoutés. Et puis je vous dis à très vite sur Cryptost. Et encore merci à toi, Mickaël. Ciao. Merci, au revoir, ciao.